Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous prenions le temps de réfléchir à la manière dont notre parcours de vie influence notre vision de la parentalité et notre rapport au monde? Dans cet épisode, je suis ravi de vous présenter Océane, une femme aux multiples facettes, juriste de formation, investisseuse passionnée par l'immobilier et maman de 2 petites filles. Vous pouvez la retrouver sur Instagram avec son compte @IKnowYou. Océane nous offre un témoignage riche et profondément humain sur son chemin vers une parentalité épanouie et libérée des carcans traditionnels du patriarcat. Elle partage avec nous l'impact de sa propre enfance en tant qu'aînée de famille nombreuse, son désir profond d'accompagner ses filles dans un cadre bienveillant et sa détermination à concilier avec succès ses ambitions professionnelles et sa vie familiale. Au cours de notre échange, nous avons exploré les enjeux de la charge mentale qui pèse souvent sur les mères, la nécessité d'une introspection personnelle pour alléger ce fardeau et l'importance de redéfinir les rôles parentaux dans une optique d'égalité. Océane nous a également parlé de ses expériences enrichissantes en tant que bilingue ou encore de son audace d'annuler un mariage pour rejoindre l'amour. Cet épisode est une véritable immersion dans un univers où la résilience et la créativité s'entremêlent, offrant des perspectives nouvelles et audacieuses. Nous abordons des questions essentielles telles que comment naviguer dans une société structurellement inégale en tant que mère, ou encore pourquoi est-il primordial d'avoir foi en ses propres capacités. Je vous invite chaleureusement à plonger avec nous dans cet épisode rempli d'authenticité et de réflexions inspirantes. Océane vous transmettra une énergie positive et des idées innovantes qui ne manqueront pas de vous toucher et de vous inspirer. Restez avec nous, vous allez adorer découvrir les parcours croisés de parentalité, de carrière et de développement personnel qui font la richesse de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. On y va tout de suite avec ma première question. Océane, peux-tu d'abord commencer par nous parler de ton parcours de jeune femme, de mère, de ce qui t'a amené à devenir maman et à quelle place avait la famille dans ta vie avant d'avoir tes propres enfants? Je vous souhaite une bonne écoute. Moi, la maternité, avec tout ce que ça comporte, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours connu parce que je suis l'aînée de 5 enfants. Et donc, quand on est l'aînée d'une grande fratrie, dans son rôle, il y a quelque chose qui est un petit peu de cet ordre-là, notamment quand on a des parents qui travaillent beaucoup, etc. Forcément, sans être une mère de substitution, pas du tout, parce que j'avais une mère très présente, etc. Mais il y a quand même quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et puis, je pense qu'aussi, on a chacun ce de quoi on est fait. Et moi, j'ai toujours été maternelle du bout des doigts au bout des cheveux, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours senti. Je savais évidemment que j'aurais des enfants. Ça, c'était sûr. Je les ai pas fait si tôt que ça. Et j'ai fait des études un peu longues. Et puis, la vie a fait que je suis partie aux États-Unis un petit temps, etc. Donc, voilà. Mais elles sont arrivées au bon moment. Et il fallait aussi que... Je pense que j'ai entamé une thérapie avant d'avoir des enfants. Et ça, c'était important dans le parcours de maternité. Pour moi, c'était nécessaire que ce soit avant. Bah, je fais pareil, je te comprends. Et l'idée, je m'en souviens très très bien, ça a duré 1 an, jour pour jour, c'est un peu rigolo, ça c'est un hasard, mais ça a duré 1 an jour pour jour, et l'idée était vraiment de déposer les valises qui ne m'appartenaient pas. Il y avait une histoire familiale, qui était ce qu'elle était, notamment sur des schémas de choses qui se transmettent un peu de femme à femme, et donc du coup, c'est des choses que je voulais déposer avant. Enfin, voilà, je voulais vraiment repartir sur autant que faire se peut, parce qu'on peut pas, on est toujours un peu lié à notre histoire et aux schémas familiaux, mais au maximum, en tout cas, de tout ce que moi je pouvais faire, de me détacher de tout ça pour que mes enfants à moi, ils repartent avec moins de valises peut-être que moi, quoi. Je pense que c'est un beau cadeau, et je pense que pour soi et en effet pour ses enfants, tu vois, moi j'ai fait une thérapie 5 ans avant d'être papa, et clairement j'aurais pas été le même papa. Concernant les choses qu'on peut transmettre, notamment de femme à femme, je sais pas si tu connais le documentaire Les Rivières de Meiwa. Pas du tout. Magnifique.
D'accord. Je peux que recommander D'accord, je vais regarder. de le regarder. Au moment où on enregistre d'ailleurs, elle prépare son prochain docu. Comment ça s'est passé, le fait de devenir mère? T'as trouvé ton mec d'abord, c'est ça? Tu l'as trouvé où déjà? Comment? J'ai trouvé aux États-Unis. Ok, putain, t'es allé chercher loin, là. Ouais, c'était pas prévu. Hein. Pourquoi t'as fait ça? C'était pas prévu et en fait, bon, l'histoire était un peu drôle. C'était pas du tout prévu. Je suis partie en vacances et puis bah voilà. Et puis bon, je l'ai rencontré. En plus, j'étais fiancée à l'époque et tout. Enfin, non. Si. Attends, faut que tu racontes cette histoire. C'est vraiment une histoire. Bon, maintenant, de l'eau est coulée sous les ponts, donc on peut plus en parler. Mais c'est vrai que j'ai été fiancée pendant 11 ans. J'allais me marier quelques mois après. Je suis partie aux États-Unis voir une de mes meilleures amies. C'était un peu comme un enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, voilà. Et c'était le stripteaseur. Non. C'est ça. Non, putain. Non, pas du tout. Non, c'était pas du tout mon genre, mais non, voilà, hein, c'est tout, hein, au détour d'une rencontre, d'une soirée, entre copains, dans un milieu très très multiculturel avec plein de nationalités différentes, un milieu plutôt intellectuel de chercheurs, enseignants-chercheurs, etc. Et voilà, et il était là, il était batteur, qu'est-ce que tu veux, c'est tout quoi. Ah, c'est un musicien? Ouais. Et, c'est genre un peu le cliché de... Un peu, ouais, mais après, c'est voilà, quelqu'un d'extrêmement brillant, etc. Voilà, voilà, il y a eu un avant, un après. Et en fait, j'étais en vacances 15 jours, mais je suis rentrée, j'ai tout annulé, j'ai annulé mon mariage, j'ai tout vendu, je suis partie aux États-Unis. Je suis partie le rejoindre ça en 3 semaines, quoi. J'ai forcément une petite pensée pour le fiancé. Ouais, c'est clair. Et en fait, là, à ce moment-là, t'es partagé, enfin, tu vois, entre l'énorme culpabilité de faire souffrir à ce point, évidemment. Enfin, c'est juste horrible pour la personne, vraiment. Et en même temps, mes parents avaient été d'un grand soutien et mon père notamment à ce moment-là, parce qu'évidemment, je m'étais confiée à eux. C'est horrible. Enfin, est-ce que c'est pas moins pire de me marier et puis de divorcer derrière? Enfin, voilà. Et mon père m'avait dit, écoute, moi, je l'ai fait. Lui, il l'avait fait très jeune. Il s'était marié. Il savait très bien qu'ils sont même partis en lune de miel, chacun avec un +1. Imagine. Okay. Juste pour ne pas annuler le mariage et que ça fasse pas trop de vagues, etc. Il m'avait dit, moi, jusqu'au bout du bout, même quand je te conduis dans l'allée, si tu dis non, on part, quoi. Enfin, bon. Donc, du coup, ça m'avait, ça a un petit peu... C'est beau comme soutien. Ouais, c'était très beau comme soutien. Et donc, bon, bah, du coup, effectivement, j'ai tout envoyé valser et j'ai absolument conscience de la violence que ça a dû être parce que c'était extrêmement soudain, que c'était, voilà. Et en même temps, je sais pas du tout faire semblant. Enfin, c'était impossible. Enfin... Bah, c'est surtout que je me permets d'imaginer que à ce moment-là dans ta vie, t'as l'air d'en parler comme si c'était une évidence, ce mec-là. Mais vraiment, c'était un coup de foudre, tu vois. Donc, du coup, tu rentres, mais même... Tu rentres, tu retrouves l'autre personne, mais c'est dans ta tête, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, t'étais partie, t'allais te marier, t'étais dans cette dynamique-là. Et là, il se passe ça, le truc que t'as tellement pas prévu, que t'as pas vu venir, et en même temps que tu peux pas faire autrement parce que c'était même pas... Il y avait la question du coup de foudre et de l'amour, et il y avait aussi le type de personne que c'était. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement ouvert et curieux et très positif à ce moment-là, en tout cas. Et du coup... cette espèce de... Enfin, moi, j'étais avec la même personne depuis que j'avais 13 ans. Et Ah putain, quand même. Bah ouais, j'ai vraiment... J'ai eu que des très longues relations. Enfin, pas beaucoup, du coup, vu que je suis quand même aussi vieille. Donc, en fait, voilà, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais du coup, il y avait un côté, j'avais l'impression, et les États-Unis allaient avec aussi, c'est que j'avais l'impression d'être un peu enfermée et tout. Et là, je respirais d'un coup. Et voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est irrépressible. Et puis, c'est quelque chose que tu peux pas cacher. Et en plus... La personne avec qui j'étais quand même à la base, je l'aimais toujours. Je suis pas partie parce que lui, je l'ai désaimé. Je suis partie parce que je suis... Enfin, en fait, tu vois, il y a des fois, il y a un peu un tuilage, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas d'un coup... Enfin, ça s'arrête pas d'un coup. Enfin, il y a une ambivalence. Il y a une ambivalence, voilà, qui est là. Et en même temps, justement, parce que t'aimes la personne, enfin, moi, j'ai pas pu... je lui ai dit très vite... Enfin, en termes d'honnêteté et de confiance, ça fait extrêmement mal. Et ça, bah, c'est à soi de gérer son propre inconfort, de faire mal. Ça arrive de faire mal aux gens, malheureusement. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui mentent, mais juste pour eux, quoi, pour pas gérer cet inconfort, pour pas gérer la tristesse de l'autre en face, etc. Et en fait, faut être courageux, quoi. Enfin, pour libérer l'autre aussi. C'est-à-dire que là. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas te séparer, oui, après sur d'autres trucs, tu vois. Moi, je me rappelle d'un truc où ma psy m'avait dit un truc hyper intéressant sur la culpabilité. Tu vois, par rapport au fait, par exemple, je sais pas, dans le coup, t'as fait une connerie, enfin, voilà, etc. Puis il me disait, parce que des fois, en fait, faut pas non plus se tromper dans le fait de pas être à l'aise avec sa culpabilité. Oui, et de la déposer à l'autre. Et une fois que t'as fait ça, t'as fait, c'est bon, je t'en ai parlé. Ah bah, complètement. Maintenant, toi, tu te débrouilles. T'as totalement raison. T'as entièrement raison. C'était pas tant de cet ordre-là, parce que là,
Typiquement, moi, ça s'arrêtait. Enfin, tu vois, c'était... Voilà, j'en aurais jamais parlé. Si ça avait été juste un truc, il y a eu un crush, voilà, je n'en aurais jamais parlé, évidemment. Enfin, j'ai une question un peu taquine peut-être, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que l'autre t'attend de l'autre côté ? Ok, parce que tu vois, c'est une question légitime aussi de se dire, est-ce qu'à un moment tu pars aussi parce que tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre ? Parce que imaginons que tu tombes amoureuse, machin, mais en fait l'autre, il t'attend pas, quoi. En tout cas, il te promet rien. Est-ce que tu aurais pris la même décision ? C'est une excellente question, j'en sais rien. Parce que du coup, tu vois, si tu n'avais pas eu cette suite possible... C'est une excellente question, mais j'espère que oui. Parce que je pense que si ça a été possible et que si c'est arrivé, c'est quand même qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui me manquait, quoi. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, tu le dis toi-même, il y a quelques mots que tu as prononcés qui me semblent vraiment importants. Tu parlais de sensation d'enfermement. Et finalement, tu ne t'en es rendu compte qu'une fois d'être sorti de là, même le temps d'une de vacances. Exactement. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on peut ressentir dans une situation personnelle, mais aussi professionnelle, à plein d'endroits. Donc oui, c'est pour ça. Et d'où l'intérêt, effectivement, cette sensation-là, faut vraiment être vigilant parce que quand on a tendance à être un peu à s'adapter beaucoup aux autres, etc., on peut vite perdre de vue qu'en fait nous ça nous convient pas ce qu'on est en train de vivre. Et je trouve que c'est vraiment important du coup dans sa vie d'avoir vraiment des espaces seuls et de développer des choses seules parce que c'est ça qui te permet de te rendre compte si t'es toujours aligné quand même dans ta relation. Enfin moi je pense que ça c'est notamment quand on est un peu un peu people pleaser. Enfin c'est pas le bon terme, mais quand on a tendance à s'adapter, à beaucoup écouter les gens et tout, quand on a cette faculté un peu d'adaptation, voire de suradaptation, si t'as pas tes espaces à toi pour te rendre compte que, attends, moi, en fait, c'est quoi qui me convient ? Non, mais c'est ça, c'est la suradaptation, c'est un vrai... c'est un sujet, le terme people pleaser, c'est vraiment très particulier. En plus, il y a énormément d'égocentrisme. Oui, c'est ça. Donc les gens qui se revendiquent people pleaser, en fait, c'est juste qu'il y a un truc de reconnaissance à combler. Ouais, là, c'est plutôt dans le sens d'être très adaptatif, très à l'écoute. Quoi. En fait, on s'oublie. Ouais, c'est ça. Dans la suradaptation, on s'oublie. Chez les people pleaser, très clairement, en fait, on s'oublie pas puisque ça nourrit quelque chose en soi. Alors que vraiment, dans la suradaptation, c'est je m'abandonne à ça. Mais aussi, enfin bref, on va pas faire un truc de schéma thérapeutique là, mais je te paye après la séance. Il y a quelque chose quand même qui vient chercher. Mais bref, ça dépend de chaque personne et tout. On n'est pas psy, on va pas aller sur ce terrain-là. Après, tu pars aux États-Unis. Ouais. En me disant, allez, c'est parti. Je pars aux États-Unis. À l'époque, j'avais fini mon master 2. Je préparais le concours d'avocat. J'étais à l'école à Angers. Ça se passait très bien en plus et tout. Mais voilà, enfin, YOLO, quoi. Enfin, là, la vie est trop courte. Tant pis, le concours d'avocat, voilà. Et de toute façon, je pense que j'avais un peu en tête que je voulais pas forcément faire ça. Enfin, j'avais trouvé le travail assez solitaire, assez dur, etc. J'avais fait mon stage de fin d'études en cabinet, voilà, ça m'avait pas forcément... Après, voilà. Et donc, bref, du coup, je lâche tout, je pars. Et là, je pars pendant un peu moins d'1 an. Je reviens, j'ai pas de visa, donc je repars, sachant que c'est complètement interdit, mais je me suis fait arrêter au poste. Je suis restée, je les ai tellement emmerdés qu'ils ont fini par me laisser passer, alors que normalement, jamais tu peux faire ça. J'ai été beaucoup trop longtemps sur le territoire et tout, mais... Enfin, de toute façon, dans ma tête, il n'y avait pas d'autres options. Donc j'allais y aller. Enfin, c'est vraiment, j'étais en mode... rouleau compresseur, quoi. Enfin, rouleau compresseur, je compressais personne, mais voilà, vraiment ultra déter, quoi. Donc ça s'est fait comme ça et je suis restée l'année, donc j'ai pas travaillé, je pouvais pas. Enfin, j'étais en visa touriste, tu vois, mais donc du coup j'ai profité, j'ai quand même appris la langue, je suis quand même revenue plutôt bilingue. Ça, c'est pratique, ça. C'est pratique. Puis voilà, il fallait le temps aussi de construire cette relation. J'ai profité de mon ami qui était là-bas, qui est resté là-bas d'ailleurs. Et pour la petite histoire, les 2 super copines ont épousé les 2 super copains. Okay. Donc ça, c'est un peu rigolo. 2 Américains et 2 Françaises. C'était dans un endroit, en plus, la Caroline du Nord, qui est un endroit qui est absolument magnifique, où il y a et la montagne et la mer, etc. Donc voilà, ça a été très riche de rencontres, riche de voyages, évidemment. Du coup, j'ai été à plein d'endroits sur la moitié est des États-Unis. Donc voilà, c'était très riche. Et puis après, je suis rentrée parce qu'à un moment, j'étais quand même au bout des visas. Hein. J'étais au bout des visas et donc mon nouvel amoureux, lui, il a fini sa thèse, il est rentré avec moi, il a fini sa thèse en France, il est rentré soutenir aux États-Unis. Et puis en fait, ça s'est aligné tout de suite parce que moi, en rentrant, j'ai trouvé du travail tout de suite et lui aussi au CNRS et puis ça a roulé, ça a été hyper facile. Enfin, sa thèse de quoi du coup? Parce que moi, je suis resté sur batteur. Donc... Ouais, il est mathématicien à la base. Okay, voilà, donc il a fait une thèse en maths. Donc il a un doctorat en mathématiques. En mathématiques pures. Ok. Voilà. Et du coup, il fait pas du tout ça. Il est informaticien. Enfin, maintenant, il est chef de projet en informatique, mais oui, à la base, c'est un mathématicien, quoi. Et donc, du coup, en fait, finalement, c'est lui qui va venir en France. Ouais, du coup, c'est lui qui vient en France parce que c'était plus simple, parce que lui parlait très bien français, parce que aussi, lui, vu ce qu'il faisait, c'était faisable de le faire en France. Moi, juriste en droit français,
en droit public des affaires français, si tu veux, aux États-Unis. C'est hyper spécifique. Ouais, c'était un peu compliqué, quoi. Enfin, vraiment, il y avait ça pas. n'a rien à voir le droit. Là. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vraiment, c'est compliqué de faire de l'international, tu vois. Moi, je me rappelle pour l'anecdote, j'avais commencé droit, tu sais, quand j'étais étudiant. Ouais. J'ai validé ma première année, mais j'ai arrêté parce qu'en fait, tu vois, j'imaginais le droit, tu sais, avec Ali McBeal, tu vois, Ouais. pour les plus jeunes. Ouais. Désolé, mais par les séries, tu vois, de droit qu'on pouvait voir. Et en fait, très rapidement, tu vois, je me suis intéressé au métier d'avocat et quand j'ai vu que ça n'avait rien à voir, j'ai fait... surtout en France, ouais. C'est ça, c'est pas très drôle en fait. Il y a pas de grande non, c'est pas pareil. C'est pas du tout le même. C'est pas pareil qu'aux États-Unis. C'est pas le même système. Non, c'est clair. Donc toi, du coup, tu enchaînes. Ouais, du coup, voilà, on bosse, machin. Puis franchement, voilà, ça se passe bien, c'est assez facile. Voilà, on a quelques années comme ça. Et puis en fait, voilà, on se dit maintenant les enfants et tout. Donc on se marie. Et puis en fait, j'étais déjà enceinte d'Ali Rose au mariage, je le savais pas, mais ça a été instantané, quoi. Et donc du coup, je fais ma thérapie dont on a parlé juste avant, entre temps, quand même. Je l'ai fini quasiment un an avant de tomber enceinte. Ok. Puis voilà, et puis ma grande Ali Rose, elle est arrivée tout de suite. C'est très bizarre à dire, mais je l'ai pas attendu. Enfin, du coup, et ça a été un peu bizarre pour moi. C'est vraiment étonnant, mais c'est arrivé tellement vite. J'ai pas eu du tout d'attente et j'ai été très déstabilisée de ça. Vraiment, ouais. Je sais pas. Entre le moment où j'ai décidé que maintenant, un projet d'enfant, et en fait, elle est arrivée avant même. Enfin, je sais pas. Ça m'a déstabilisée le fait de pas l'avoir attendue. Et la deuxième, je l'ai attendue 6 mois et j'ai été plus confortable avec ça. D'accord. Ouais, c'est étonnant. Intéressant. Ouais. Mon Dieu, quelle chance j'ai eu, quoi, que ça marche si facilement. Enfin, vraiment, c'est merveilleux, quoi. Et là, beaucoup de choses ont changé. Là, je pense que le processus qui avait été entamé d'essayer de me connecter à ce que moi j'étais, je pense que ça a été un premier move, le fait de partir aux États-Unis, etc. Et alors là, ça a été d'un autre niveau avec les enfants. Alors, arrivée du premier enfant. Ouais. Comment ça se passe? Hyper mal. Ah merde, ok. Ça a été l'enfer. Un accouchement ultra traumatique. Ok. J'ai énormément évolué pendant cette grossesse. Je suis passée de quelqu'un, l'allaitement, ça n'existait même pas dans ma tête. Je me disais, enfin vraiment, j'étais... Maintenant, elle a 12 ans, elle est toujours allaitée. C'est ça. et voilà, et avec j'avais commencé à me renseigner. Enfin, petit à petit, pendant la grossesse, je me suis reconnectée à quelque chose je me suis connectée à quelque chose de très animal que j'avais jamais regardé, écouté. Et il s'est passé quelque chose, je pense, vraiment dans la connexion avec mon enfant enceinte qui a fait... pas naître parce qu'elle était là, mais qui m'a fait voir cette partie-là, quoi. Et du coup, j'ai pas eu le temps pendant cette grossesse d'aller au bout de la chose. Et puis aussi, j'étais extrêmement confiante dans le milieu médical à ce moment-là. J'avais pas du tout la confiance que j'ai aujourd'hui et la niaque que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, j'étais très, très en confiance et en écoute des sachants que j'estimais sachants. Moi, je me suis toujours trouvée très nouille, très bête et très nulle. C'est ça, un peu une importance... pour la suite. Et du coup, pour moi... Malgré la thérapie ? Oui, ça a été mieux par rapport à ce que c'était, mais c'était quand même encore le cas. D'accord. Il a fallu... je pense que je l'avais travaillé en thérapie, mais entre le fait de le comprendre et le fait que vraiment ça s'intègre en moi, il a fallu des années et c'est les enfants qui ont beaucoup aidé ça quand même aussi. Et donc du coup, à ce moment-là, c'était quand même encore beaucoup ça et du coup, j'ai fait confiance, etc. Et donc du coup, malgré un projet de naissance que je voulais sur quelque chose de physiologique, etc., ça s'est extrêmement mal passé. Je suis tombée aussi à un moment donné où il y a eu beaucoup de naissances. Donc bon. La cata, vraiment la cata, à tel point qu'avec le père des enfants, on s'est pas parlé pendant 4 jours quasiment. Enfin, après l'accouchement, les deux, on a été complètement trauma, quoi. Ah ouais, vraiment. Mais un vrai traumatisme. Je me suis dissociée. C'était la première fois de ma vie que je me dissociais. J'ai regardé mon accouchement du haut, quoi. Comme si j'étais sortie de la scène. Enfin, c'était très, très particulier. Mais par contre, quand on m'a posé mon bébé, le tout pilote... s'est envolé. Franchement, le trauma était là, mais c'est comme si j'étais dissociée. Mais le pilote automatique maman, ça a été instantané, quoi. C'est vraiment, c'était... Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de récits comme ça, d'accouchements où en fait, c'est que quelques années après, quand des femmes racontent leur accouchement, que là, on leur dit, mais attends, mais là, on t'a fait ça, mais sans ton consentement. Oui, mais bien sûr. Là, j'ai une lettre d'excuse de la clinique après. Okay. Ah ouais, ça s'est vraiment très mal passé. De leur fait, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait et tout était absolument anormal. Et évidemment...
Pour la deuxième, tout a été différent, mais même mon allaitement a été, je le dis plus comme ça, je le disais comme ça avant, a été un échec. Non, c'est juste que je l'ai allaité 1 mois et demi parce qu'il y avait plein de choses que je savais pas. On m'avait extrêmement mal conseillé. L'allaitement, mine de rien, il y a 9 ans, c'était pas du tout comme c'est aujourd'hui en France. Donc, pourtant, c'était il y a pas si longtemps, hein, mais il y a eu beaucoup d'évolutions quand même ces dernières années et heureusement. Donc voilà. Et donc du coup. Et le fait de sortir d'une Adelphi 5, ça t'a pas par rapport à, enfin, sans jugement aucun, hein, pas sur ta mère, mais est-ce que du coup toi tu l'avais vu allaiter? Pas du tout. Ah ouais, mais non, c'est ça. C'était pas du tout cette génération-là. Je n'avais jamais vu personne allaiter de ma vie. C'est ce qu'Ingrid Baillot, tu sais, Ingrid Baillot, on a fait un épisode sur l'instinct maternel. Ouais. Bien entendu, qui est d'une construction sociale, etc. Il n'y a pas de débat. Ouais. Mais elle parle de quand même de facteurs physiologiques, historiques et culturels qui vont se transmettre ou pas, du coup, par les pratiques qu'on va observer ou pas. Bien sûr. Et ta mère, sûrement comme la mienne, hein, tu vois, elles font partie de ces générations où elle était, en fait, on leur a dit que c'était limite un truc de sauvage, tu vois. Complètement. Très clairement. Et ça fait une cassure, quoi. Et à récupérer. Ah, mais c'est clair. Il faut tout construire soi-même en partant vraiment de zéro. Hein. Et surtout dans nos pays où, en plus, on le voit en plus pas du tout nulle part. Enfin, surtout à l'époque, jamais représenté, jamais rien. Donc voilà, je partais de là, mais ça n'empêche que je sentais que c'était autre chose, moi. Donc voilà. Et du coup, il a fallu effectivement une deuxième. Qui est arrivée. En fait, ça a été. Par contre, après, ça a été très simple. C'est-à-dire que mon bébé, il a dormi tôt, et ça change complètement mon postpartum et ta parentalité. Je le sais, puisque la deuxième, voilà. Et donc, du coup, c'était si simple, mais si facile. Elle était si simple. Voilà, il y a quand même, il y a des enfants beaucoup plus simples que d'autres, c'est clair. J'ai une amie qui m'a dit il y a pas longtemps pour son 3e enfant, en fait, c'est au 3e qu'on tombe sur un bébé pour débutant. Ah oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai eu le bébé pour débutant, impeccable. Alors du coup, grosse confiance. Et allons-y. Ça part. Et heureusement qu'elle a mis 6 mois à arriver parce que sinon, je serais tombée enceinte. Ali Rose avait 10 mois. Donc, ça aurait été au moment. C'est quand même proche. Hein, non, mais là, elles ont 2 ans d'écart, tu vois. Mais parce qu'elle a mis 6 mois à arriver. Mais si elle avait fait comme la première directe, ça aurait été vraiment très, très tôt. Déjà là, elles ont 2 ans pile d'écart. Voilà, c'était sport. Mais par contre, son arrivée a été complètement différente. C'est-à-dire que c'était génial. Mais là, par contre, fallait pas me toucher. J'ai failli mordre la sage-femme quand elle a voulu me mettre un cathéter. Elle dit mais ça c'est obligatoire et tout. Je m'en fous. Enfin, personne rien. Vous me touchez pas, vous m'approchez pas. Enfin, je savais aussi parce que j'ai accouché sans péridurale pour les 2. Je savais aussi que parce que moi il y a quelque chose quand même de l'ordre de la transmission. Ma mère a fait 5 enfants et elle m'a toujours dit que au niveau de la douleur que non, ça faisait pas vraiment mal, que c'était plutôt comme un marathon intense. Et j'en ai énormément voulu après la première grossesse de m'avoir dit ça, alors qu'en fait, à un moment donné, tu crois que tu vas mourir. Et le fait de le savoir, moi, pour la deuxième, je l'ai pas du tout pris pareil. Ce moment où de douleur, tu penses que tu vas mourir, n'est pas du tout paniquant de la même façon quand tu le sais avant, quoi. Et moi, c'est vraiment le truc, mes copines, quand je leur dis, OK, toi, ton type, c'est quoi? Tu préfères vraiment savoir le pire et que du coup, ça sera moins pire, ou tu préfères ne rien savoir? Parce on peut être différent par rapport à ça. Non, vas-y, balance. Donc, je dis, à un moment donné, tu vas croire que tu vas mourir, mais tu vas pas mourir. Mais c'est vraiment, t'as l'impression. Et du coup, quand une fois que tu le sais, ça passe pas pareil quand même. Et puis en fait, après, maintenant, je lui en veux plus du tout parce qu'elle, après tout, elle l'a vécu comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on a chacun son vécu et son ressenti. Et voilà, c'est juste que j'ai été tellement trauma que voilà. Mais donc du coup, rien à voir. Accouchement absolument merveilleux. Je suis repartie avec mon bébé en marchant. Enfin bon, voilà. Salut les gars. Enfin, c'était magique. J'ai signé une décharge. Je suis sortie de la maternité le lendemain. Voilà. Et puis je l'ai allaité 2 ans et demi, quoi. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Par contre, j'ai tiré un lot qui ne dort pas. Donc, je n'ai pas dormi pendant 2 ans. Et ça a été une autre épreuve vraiment, vraiment intense. Enfin, ça, c'est vrai que c'est pas le même début de maternité, quoi. Je travaillais à plein temps. En plus, leur père a changé de travail et c'est là que tout a changé aussi, parce qu'il a été beaucoup en déplacement avec un gros boulot, avec beaucoup de responsabilités, où il gagnait aussi beaucoup plus d'argent. Et donc, du coup, c'était pas la même pression, je pense, pour lui. Et les essentiels ont commencé à plus être les mêmes, quoi. Et voilà. Et du coup, en fait, on s'est séparés quand Mélina avait 18 mois, quoi. Elle était encore allaitée. Ali Rose avait 3 ans. Je dormais pas, je bossais à plein temps. J'ai eu 2 accidents de voiture. Je me suis endormie le matin en les emmenant à la crèche en allant au boulot. Le matin, quoi. En piquant du nez. Enfin, des tout petits accidents, mais il n'y a pas eu de choix drastique de fait à ce moment-là de sa part. Moi, j'étais évidemment pas en capacité de le faire. Enfin, moi, déjà, je ne dormais pas. J'allaitais mon enfant et je m'occupais des enfants seule la moitié du temps. Donc, évidemment, moi, j'étais pas en capacité, je pense, de dire, OK, là, on se pose. Ça peut pas continuer comme ça. Voilà, j'aurais eu besoin évidemment qu'il le fasse. Bon, voilà, je pense qu'il a pas mesuré parce que ça se voyait pas forcément. Parce que j'étais heureuse quand même. Enfin, c'est-à-dire que même quand c'est dur, même quand machin. Enfin, j'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup de chance,
beaucoup de choses sont si belles. Enfin, mais voilà, donc on s'est séparés et puis voilà. Et puis ça fait 5 ans qu'on est en garde alternée. Comment c'est venu la séparation quand même c'est venu de manière très abrupte ou... Alors à mon sens non, à son sens oui. Ok. Évidemment. Parce qu'il l'a pas vu venir du coup. Non. Ça. Ouais. Il l'a pas vu venir. Moi, à mon sens, quand même, pas mal de mois auparavant, je lui ai dit, il revenait de déplacement et à un moment donné, je dis, enfin, c'est plus simple quand t'es pas là, quoi. Ça paraît être un signe d'alerte. C'est la question que j'allais te poser parce que on a le droit de se dire, attends, t'es pas bien, tu dors pas et tout, et tu te sépares d'une personne qui est censée être un soutien, un partenaire, une équipe, et au final, pour les personnes qui nous écoutent, ce que ton propos, malheureusement pour nous les mecs, se retrouve dans tellement d'histoires de séparation où en fait c'était plus facile sans lui. Et oui, le couple hétéro, c'est sacrément une charge pour les femmes, quoi. Malheureusement, c'est terrible. Et heureusement, ça va changer avec des gars comme toi, j'espère bien, qui parlent de ces choses-là et tout ça. Et puis qui en parlent tellement bien que je pense que les mecs vont pas se sentir atteints dans je ne sais quoi, qui a aucun rapport, mais si quand même, ouais. Et c'est bien dommage. Et donc voilà. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Donc moi, j'étais seule la moitié du temps, puisqu'il était en déplacement. Et en fait, c'était beaucoup plus simple quand j'étais seule que quand il était là. Voilà. Et en fait, ça, je l'ai dit. Quand même, je pense Mélina devait avoir 1 an et puis voilà. Mais en même temps, moi j'étais en mode tunnel. T'avais pas le choix là, fallait avancer quoi. Hein. Et donc j'ai continué comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. En fait, à un moment donné. Après la séparation. Non, avant. En fait, c'est ça qui m'a. C'est ça. Non, j'avais énormément d'échanges sur Instagram avec plein de gens. Avec des femmes, et dans le tas, il y avait une femme, en fait, c'était un homme, et moi, je savais pas que c'était un homme pendant très longtemps, si. C'est pas un énorme red flag, quand même, attends, justement, sur le coup. Non, il s'est pas du tout fait passer pour une meuf, c'est que moi, j'avais vraiment pas du tout capté, et il a jamais fait semblant que. Okay. C'est juste que, effectivement, on parlait parentalité, on a parlé de la naissance des enfants, etc., et j'avais pas forcément capté, et non, il me l'a dit, parce qu'à un moment donné, j'ai dû l'appeler ma belle ou un truc comme ça, il dit, oh merde, je crois que là, il y a, gros pourvoyage, je suis un mec, je suis un papa. Toutes ces photos que tu m'as envoyées de tenue d'allaitement, en fait, non, je m'en fous. Et dès qu'il a vu que je me méprenais, il me l'a dit, hein, ça a pas duré, voilà. Là, pour moi, ça a switché, mais ça, c'était 1 mois avant qu'on se sépare, hein, ça a été très vite après. Enfin, moi, à partir du moment où il y a eu ça, de toute façon, de la même façon. On a compris que c'était... C'est vrai. Enfin, moi, à partir du moment où il se passe quelque chose, du coup, là, pour moi, et que... c'est que faut que ça s'arrête quoi. Et donc du coup voilà, et en fait parce que voilà, il y avait ces histoires de pas dormir, à mon sens, de pas être écouté, entendu, et puis en plus par ailleurs je pense que le père des enfants n'a jamais vraiment su ce que je faisais comme boulot, genre il me posait jamais de questions, ça me paraît tellement hallucinant à maintenant d'avoir accepté ce que j'ai accepté à l'époque, tu vois. Et du coup là en fait j'échangeais, j'avais plein de copines, etc., mais là j'avais ce niveau d'échange et d'amitié, etc. Et avec un homme. Et en fait, ça a commencé à glisser. Et dès que ça a commencé à glisser au niveau ambiguïté en message, j'ai dit, par contre, il faut se voir. Enfin, moi, je joue pas à ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on se voit et soit on voit après, quoi. Est-ce que, voilà, soit stop, on arrête de pressentir et d'avoir des échanges, ou soit on y va, quoi. Et en fait, on s'est vu et là, c'était absolument pas possible de faire autrement. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on s'est séparés. C'est pas une histoire qui a duré longtemps, mais c'est une histoire vraiment qui m'a un peu sauvée, quoi, à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment la sensation. Enfin, ça a débloqué des derniers verrous que j'avais, quoi. Maintenant qu'on a bien planté le décor, avant de passer sur un sujet qui m'intéresse, qui est le bilinguisme, oui. Quelle leçon tu tires de ça? Parce que tu vois, ce que j'entends, c'est que tu as quand même eu 2 grandes histoires au début, et que dans ces 2 grandes histoires, quelque part, il y a une situation où, je reprends tes termes, d'enfermement, tu vois, je m'en rends pas compte. Et puis, il faut qu'il y ait un déclic, quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais à toi, quand tu étais plus jeune, pour te... Je sais exactement... Tu vois, j'ai dit leçon, mais c'est plutôt quel conseil tu te donnerais, tu vois, pour, je sais exactement, parce que je me suis souvent posé cette question-là. Ouais. Parce que j'aurais aimé que tout ça se fasse différemment, quand même. Je me dirais... ce que tu sens en toi que t'es, développe-le, fais-toi confiance, etc. Mais c'est compliqué parce que je me dirais ça, mais sauf que j'étais dans un... Moi, j'ai entendu toute mon enfance et mon adolescence que j'étais pas persévérante, que j'étais pas courageuse. Pas de mes parents directement, quoique un peu, mais surtout de la famille, etc. Et si tu veux, t'as beau te dire ça, du coup, t'aurais eu beau avoir des conseils, mais non, mais ce que tu sens à l'intérieur, je t'assure, c'est là, etc. Enfin, quand on te dit... Enfin, le pouvoir de ce qu'on peut dire aux enfants, et je sais qu'on partage évidemment ça, c'est colossal. Enfin, je veux dire, et pourtant, en ayant fait une thérapie, etc., mais c'est tellement puissant, c'est tellement profond
que moi, il m'a fallu ça pour vraiment avoir accès à qui j'étais. Le poids de ce qu'on te dit et des étiquettes qu'on te met, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Alors que aujourd'hui, ça me paraît si improbable qu'on m'ait dit ça à l'époque. Enfin, vraiment, c'est vraiment fou. Enfin, donc je me dirais ça, mais est-ce que je me dirais ça, mais je pense que je l'entendrais pas, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais faire, du coup, pour l'entendre ? Enfin, franchement, moi, enfant et ado, je pense que c'est compliqué. Je pourrais pas. C'est à mes parents qu'il faudrait que je dise peut-être isole les enfants des gens comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas, même si c'est des parents, même si c'est des grands-parents, mais juste coupe, quoi. Isole, ça fait beaucoup. Pourquoi ? Enfin. Et imagine, tu peux retourner dans le passé. Ouais. Est-ce que tu penses pas que ça vaudrait le coup que tu dises à la toi du passé, du coup, de pas se contenter de lui dire, viens, j'ai des trucs à te dire, mais dire, bah tant bien, on se fait un petit week-end. Parce que visiblement, je comprends que toi, tu as besoin de te sortir de la situation. Genre, on se fait un petit week-end, je sais pas, au bord de la mer et tout. Et juste, on reste toutes les deux, on discute. Ça peut être une idée. Ouais, c'est clair. Je lance ça parce que c'est des temps qu'on se prend pas, tu vois. Tu disais tout à l'heure que c'est bien d'un moment de s'isoler, tu vois. Je pense que c'est des temps qu'il faut se prendre. C'est sûr. Moi, tu vois, là, ce soir, on enregistre, je suis venu à Nantes et tout. Et tous les soirs où je suis en déplacement, en fait, c'est des temps que je prends aussi, tu vois, pour faire un peu le point. Tout à fait. Mais tu sais que moi, je m'invite au resto régulièrement seule. C'est tellement bien. J'adore faire ça. Mais j'adore. Mais moi, je m'autosuffis hyper bien aujourd'hui. Enfin, vraiment. Je comprends. Et pourtant, je suis l'aînée de 5 et tout ça. Et puis, je suis assez sociable et tout. Mais je pense que je suis quand même assez... si dans introverti, c'est se ressourcer soi-même. Moi, j'ai vachement besoin... je pense aujourd'hui, je le sais, mais je le savais pas du tout avant non plus. Mais mon Dieu, et maintenant, tout est différent parce que j'ai ces temps-là, etc. Et j'en ai absolument besoin pour processer, et puis pour arriver à m'écouter. Faut pas que je sois en contact des autres, quoi. Sinon, j'écoute les autres. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais des fois, tu sais, on peut aussi avoir peur d'être avec soi-même parce que on n'est pas prêt ou prête. Pour le coup. Pas du tout. Et même si c'est très inconfortable et qu'il y a parfois, c'est des moments complets où c'est des crises de larmes et tout ça, mais c'est pas grave. Hein, c'est trop essentiel, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Et donc, vous avez 2 enfants. Ouais. Le père est américain, la maman est française. Oui. Ça parle quoi à la maison ? Anglais. À la maison, ça parle quoi ? Uniquement anglais, oui. Ah ouais, c'est un choix du coup. À l'époque, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, alors, du coup, au sujet du bilinguisme, ma meilleure amie est docteure en linguistique et spécialiste de l'apprentissage des langues des enfants multilingues. C'est pratique. Comment te dire ? C'est assez pratique. On lui avait posé pas mal de questions à l'époque, notamment sur, on parle quelle langue à la maison, tout ça. Donc, elle est chercheuse, elle est docteur. Et donc, l'important, c'est que les parents parlent chacun leur langue. Ça, c'est ce qui est important. Et donc, elle avait dit, après, la langue de la maison, à vous de voir. Mais quand même, après les échanges, on s'était dit, elles vont quand même être en français à l'école, avec leur famille, qu'elles vont voir un peu plus parce qu'ils sont en France, etc. Donc, ça serait quand même bien qu'il y ait toute une partie de leur vie, franchement, en anglais. Et donc, du coup, on avait dit, ça sera la langue de la maison. À la maison, ça sera anglais. Donc, c'était anglais, la langue de la maison. Moi, je leur parlais en français quand même. En revanche, tous les échanges avec leur papa étaient en anglais, le sont toujours d'ailleurs. Ok. Et comment ça se met en place, ça, du coup ? Est-ce que des fois, toi, tu parles en anglais ? Est-ce que du coup, toi, tu prenais la suite ? Ça a toujours été assez bien séparé, sauf quand elles étaient vraiment petites, où c'est normal, avant d'être réellement bilingue, ils mixent beaucoup les 2 langues. C'était très naturel et fluide, en fait. Avec leur père, on parlait en anglais. Moi, je parlais aux enfants en français. En général, elles me répondaient en français. Et puis, par contre, c'était exclusivement anglais avec leur père. Elles ont mis un petit peu de temps à lui répondre systématiquement en anglais. Elles mixaient un peu les 2. C'est très, très, très mignon, les bébés multilingues, parce que les bébés multilingues ont plusieurs options. Ils choisissent juste l'option la plus facile. C'est que ça qui compte pour eux. Bien et sûr. C'est normal, comme dans tout développement. Mais un petit peu comme tout ce que fait notre cerveau. Hein, exactement. C'est le plus facile. Exactement. Et donc, du coup, entre soleil et sun, quand t'es bébé, sun, c'est quand même vachement plus simple. Donc, exactement. C'est le sun. Donc, voilà. Donc, et du coup, c'est juste hyper méga mignon parce que tout est mixé, quoi, avec juste les mots les plus simples. C'est adorable, cette période-là. Donc, ça s'est fait, hyper naturellement comme ça. Et avec la séparation, du coup, là, le père est en France toujours ? Oui. Ok. Donc, il y a une maison où on parle français. Oui. Et une maison parle anglais. Exactement. Ok. Et les espaces communs, parce qu'on en a, parce qu'on s'entend bien et qu'on fait les anniversaires et qu'on a fait des Noëls, etc. Quand c'est en commun et qu'on est qu'entre nous, c'est en anglais. Et puis, quand on est avec des gens, là, qui sont français, qui sont pas anglophones, ça va être en français. Mais si on est en contact de gens, même ensemble, et qui sont anglophones, c'est en anglais. Enfin, la priorité, si on peut, ça sera anglais, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'école, par rapport à ces environnements autres que la maison ? Ouais, c'est assez intéressant parce que des difficultés, pas de réelles difficultés, parce que on a fait les choix pour qu'elle soit pas trop en difficulté, à savoir on a choisi une école internationale. D'accord. Parce que mais pour cette raison-là, parce que je pense que alors
certaines écoles auraient peut-être pu intégrer le truc, mais c'est quand même un peu particulier parce que les enfants mixent au début, parce qu'ils ont le double de vocabulaire à apprendre que les enfants monolingues. Il faut vraiment être éclairé et éduqué au sujet pour pas avoir l'impression que l'enfant est en retard. Parce qu'en fait, effectivement, un institut lambda qui a jamais voyagé et qui a aucune connaissance de ce que c'est que des enfants multilingues, eh bien, non, mais là, par exemple, des mots de vocabulaire, mais non, mais il en a que 50, alors que les autres, ils en ont 70. Non, en fait, il en a 100, mais dans 2 langues différentes. Donc, en fait, il en a plus que les autres, mais effectivement, juste sur la partie française, voilà. Donc, du coup, c'était essentiel pour nous, ça. Donc, on a choisi une école privée catho, pas parce qu'elle est privée catho, mais parce qu'elle est internationale. Internationale. Bon, c'est un budget, hein, on va pas se mentir. Absolument, mais on pouvait, donc tant mieux. Ouais, mais c'est ça. ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, dans cette école-là, alors je sais pas si c'est le cas de toutes les écoles internationales, c'est que le personnel enseignant, en tout cas, avait cette connaissance de la spécificité. Absolument, du parce que c'est des... Sans eux forcément être multilingues, quoique il y en a pas mal, il y a pas mal de natifs, mais surtout il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup d'étrangers, et c'est complètement intégré, c'est-à-dire que, et j'ai toujours trouvé que dans l'école, ça c'était extrêmement dommage, parce qu'on a plein de gens issus de la diversité qui parlent plusieurs langues à la maison, et on ne l'a jamais exploité, que ce soit avec l'arabe, avec n'importe quelle langue. De toute façon, quand t'es bilingue anglais, c'est quand même beaucoup plus classe que quand t'es bilingue arabe, malheureusement, et ça c'est terrible, mais c'est terrible. Bon, bref. Là, dans cette école-là, dès la maternelle, s'il y avait un enfant qui était japonais, s'il y avait un enfant qui était russe, les parents venaient, ils parlaient la langue, etc. Ils l'expliquaient aux autres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré dans tous les enfants et dans l'école et dans la façon de faire classe, etc. Donc forcément, nous, il n'y avait pas photo. Et ensuite, il y a des vraies sections internationales qui commencent à partir du collège avec certains cours en anglais et ensuite la moitié, et ensuite avec voilà. Donc c'est essentiel. Enfin, sincèrement. Je te remercie d'avoir souligné aussi le fait que ça dépend de quelle langue on parle, parce que non, mais ça me rend complètement dingue. Mes amis arabes qui parlent la langue maternelle, alors que je rappelle pour les personnes qui nous écoutent que plusieurs personnes l'ont dit dans ce podcast et ailleurs que l'important, c'est qu'à la maison, on parle la langue maternelle. Oui. En fait, ça va ancrer une structure de langue. Tout à fait. Et même si on va à l'école, les personnes qui ne connaissent pas le sujet vont noter des retards en termes de mots de vocabulaire. Ce retard se rattrape très très vite. Exactement. Juste après. Et surtout, l'important, c'est que l'enfant comprenne une structure de langue. Et ça, c'est un vrai cadeau, parce que c'est ce qui lui permet de mieux comprendre les structures des autres langues. Exactement. Donc, ça change tout. C'est ça. C'est et les structures et les sons. C'est-à-dire qu'effectivement, et avec l'arabe, ça marche quand même vachement bien parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on n'a pas en français. Et donc, du coup, ça ouvre l'oreille à d'autres sons. Et effectivement, c'est du gain pour toutes les autres langues. Et pas que pour les langues. Enfin, en fait, le fait d'avoir ça ouvre des capacités d'apprentissage. Enfin, c'est extrêmement bon pour tout. Enfin, vraiment, faut avoir cette fierté, quoi, de se dire, là, mon enfant, il est bilingue, et le présenter en tant que tel. Il est bilingue quoi ? Il est bilingue. Enfin, en fait, il n'y a pas de sujet, quoi. Il est bilingue. Et puis tu sais, on note souvent, je repense à cet article aussi par rapport aux langues qu'on est fier de parler ou pas. Bien entendu, on va pointer l'arabe. Je pense aussi à mes amis qui parlent le lingala du Congo, et où, bien entendu, que l'école, en tout cas l'école publique en France, perçoit ça comme une grande menace, alors que pas du tout. Bizarrement, en effet, les parents où ça parle anglais ou suédois, il y a beaucoup moins de problèmes. C'est ça. Et ça me fait penser, si tu veux, à cet article qu'il y avait eu sur la princesse Charlotte. On disait, c'était un article donc en Angleterre, la princesse Charlotte à 5 ans, elle parle déjà 3 langues, et où il y avait eu cette réaction. C'est un tweet, c'est les répliques qui avaient repris ça en disant, en fait, c'est comme la plupart des enfants migrants, sauf que là, c'est beaucoup moins impressionnant. Exactement, quoi. Et c'est exactement ça. C'est ça qui est fou. C'est fou. Et c'est vraiment fou. Et moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je déplore énormément, et j'en parle régulièrement, même aux copines des enfants qui sont arabes dans l'école, etc. Et je vois bien, et c'est vraiment des débats que j'adore ouvrir avec les parents, avec eux, parce que ils me disent, mais c'est génial, elles sont bilingues et tout. Mais je dis, mais toi, vous parlez quoi à la maison ? On parle arabe. Mais je dis, elles sont pas bilingues. Non, mais c'est pas. Je dis, c'est pas quoi, mais fonce. Enfin, voilà. Et parlons-en de la même façon, etc. Mais on ouvre le débat en disant, ouais, mais en fait, c'est tellement pas pris de la même façon, c'est tellement pas, c'est terrible, quoi. Je dis, sauf que c'est vraiment si dommage parce que l'effet est le même, quoi. Enfin, évidemment. Et puis en plus, au-delà de ça, le fait, même sans penser productivité pour la suite, pour d'autres apprentissages, juste
pour se connecter à cette partie de soi. Enfin bon, Qu'est-ce que tu trouves que ça développe chez ta fille? Pas mal de choses. Déjà, ce qui est quand même absolument magique, c'est que ça leur permet de communiquer avec beaucoup plus de monde. Et ça, c'est quand même merveilleux. Ça leur permet de se connecter à beaucoup plus de monde. Partout où on va, dès qu'il y a des English speakers et des étrangers, elles y vont, quoi. Enfin, notamment la petite, parce qu'elle est pas du tout timide et tout, mais elles ont la possibilité déjà de communiquer avec une grande partie du monde, quand même. Quand on parle anglais, marche bien. Ça marche bien, quoi. Non, mais c'est vrai que ça facilite les choses. Tu vois, donc si on parle vraiment du langage et des deux langues, c'est ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est, mais là, qui est plutôt de l'ordre du multiculturel, qui est lié à leur, elles sont franco-américaines. Elles sont allées aux États-Unis? Tous les ans, on y va tous les ans. Tous les ans. Vous y allez tous ensemble? On n'y va pas tous ensemble, on fait une année sur 2. Moi, j'y vais, lui, il y va. Parce que lui, toute sa famille est là-bas. Toute sa famille est aux États-Unis. Alors, en plus, c'est extrêmement intéressant parce que non seulement ils sont américains, mais en plus, ils sont fermiers dans le Missouri. C'est vraiment un autre monde, une autre culture. Alors, tout n'est pas bon à prendre. Mais en tout cas, ça les ouvre. Est-ce qu'il vote Donald Trump? Bien sûr. Donc, mais c'est très rigolo parce que moi, quand je les emmène là-bas, c'est pas du tout dans le même milieu. C'est dans un milieu très queer, c'est vraiment l'opposé. C'est bien. Et donc, c'est vraiment le bipartisme américain. Alors là, ils vont chez les républicains et nous, on va chez les démocrates. C'est fou. Et c'est génial. Enfin, en fait, et ça leur donne une ouverture sur les autres et sur le monde et qui se sent dès le départ. Enfin, vraiment, c'est magique. C'est hyper intéressant à observer à l'adolescence. Ouais, c'est clair. Parce que tu vois, avec l'affirmation de la pensée, la revendication des idées propres et tout. Non, mais c'est clair. Et elles ont vraiment, tu vois, elles ont quand même vraiment un côté culturel américain. Elles ont une façon de s'enthousiasmer de ouf pour tout. C'est ça. Ça, c'est cool. Ça. Ouais. Alors, moi, pourtant, je suis pas américaine. Ouais, exactement. Et moi, je suis pas. Et tu sais, quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a eu ça. Il y a eu je suis pas si bizarre. Et non. C'est vraiment la sensation que ça m'a fait quand je suis arrivée et que j'ai rencontré leur père. Je suis pas si bizarre. C'est ça, je comprends. Je suis pas bizarre partout. Parce que moi, c'est un truc, tu vois, même si, comme beaucoup d'enfants français, tu vois, j'étais extrêmement brimé dans l'enfance et tout, mais j'ai toujours, et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a pas quitté, tu vois, je peux m'enthousiasmer, et c'est très pratique pour mes enfants, parce que tu vois, je peux m'enthousiasmer d'un caillou et tout. Mais bien sûr, pareil. Et aux États-Unis, quand tu rencontres des gens là-bas, t'as l'impression que t'as toujours ce truc, wow, amazing, enfin, tu vois, c'est toujours, tout est incroyable, tu vois. Et ça fait du bien, en fait. Mais ça fait tellement du bien. Parce que tu sors de ce côté très tout est triste, mais complètement. Il ne faut jamais échouer. Mais c'est ça, les gens, tu regardes les Français quand ils regardent des émissions américaines, c'est bon, ils en font des caisses et tout, mais ils en font des caisses de quoi? Les gars, ils sont arrivés, ils ont retapé leur maison et tout. Si c'est pas le moment où tu hurles tout ce que tu peux hurler, enfin, je sais pas, mais waouh, quoi. Enfin, et ouais, il y a un gap. Mais oui. Non, mais et moi, je me suis toujours sentie ultra décalée en France. Enfin, et donc, il y a pour d'autres raisons aussi, mais notamment aussi pour ça. Et du coup, t'as l'impression d'être too much. Alors qu'en fait, c'est même pas que t'es too much, parce que too much, c'est quand même un jugement d'échelle, de valeur et tout. Et en fait, non, juste, franchement, on a de la chance, la vie est belle, mais il y a des. Enfin, bon, voilà. Après, on n'est pas en train de dire qu'il y a, attention, pour les gens qui nous écoutent, parce que je sais que dès qu'on commence à comparer la culture française, ça peut réveiller des trucs. On n'est pas en train de dire que la France a rien de bon à prendre. Pas du tout. Du tout. Mais on peut entendre quand même que nous, on a une culture de la peur de l'échec, on a une culture de la plainte aussi. De la plainte, de voir ce qui va pas bien. Du dénigrement, etc. Même si la culture de la plainte, moi, je pense que c'est quelque chose de bénéfique dans le sens où c'est ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de droits sociaux aussi. Oui, sans doute. Qui ne sont pas aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça serait, si on pouvait positiver de temps en temps un petit peu plus. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais un petit peu plus. Ça serait pas mal. Ouais. Et comment ça se passe, toi, la vie de mère séparée? On dit maman solo. De mère séparée. Franchement, ça se passe bien. Enfin, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, quand on s'est séparés, ma vie, elle s'est allégée à un point. Enfin, leur père a décéléré et lui, il a été dans le mal, mais alors vraiment. Et d'ailleurs, après quelques mois, il m'a dit, OK, c'était bon, j'ai pris la mesure, j'ai compris. Il y a cette phrase j'ai oublié où je l'ai entendue, mais d'une femme, d'une mère, qui s'est séparée aussi, et qui disait, quand je me suis séparée, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais 3 enfants. Voilà, au lieu de 2. Ouch. Mais elle a aussi dit, quand je me suis séparée, j'ai perdu un mari, mais j'avais fait gagner un père à mes enfants. Est-ce que tu as le même ressenti? Je comprends tellement cette phrase, mais vraiment, je la comprends. Je pense à une mesure un peu moindre, parce que quand même, il était, voilà, mais quand même. C'est-à-dire que dans toutes les dimensions que c'est d'être parent, quoi. Et pas juste jouer avec ses gamins quand on rentre de déplacement, effectivement, mais de prendre la mesure de toute la lourdeur, mais c'est pas forcément négatif, la lourdeur, mais quand même de toute la lourdeur que c'est derrière la responsabilité d'un enfant et de tous les sujets qu'il faut traiter, quoi. Mais je crois que la plupart des mecs se rendent pas compte que, tu sais, je vais faire un post sur Instagram que j'avais appelé le privilège du choix.
Oui. Parce qu'en fait, pour nous les hommes, chez nous les pères, le premier privilège qu'on a quand on devient père, en fait, c'est qu'on a le choix. On a le choix d'aller à la maternité ou pas, on a le choix d'aller au sport ou de s'occuper des enfants, on a le choix en fait. Alors je dis pas que c'est un choix qui est légitime, hein, c'est juste que la société nous offre ce privilège. Et je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Tout à fait. C'est vraiment essentiel. Après, ça peut être aussi le choix de la mère d'être tout le temps là. Et ma foi, si elle a choisi d'être là, que nous on veuille aller faire autre chose, pourquoi pas. Mais je pense que la question se pose pas, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Dans la plupart des cas, et que c'est ça qui fait du mal, notamment aux couples hétérosexuels. Complètement. C'est carrément juste dire, écoute, moi là, je suis allé au sport dans la semaine. Tu peux pas aller te faire ne serait-ce qu'une petite balade, un petit resto, tout ça, ce que tu veux. Voilà, t'inquiète pas, même pour l'allaitement, si tu pars 1 heure, tout va bien. Tu vois. Et pas uniquement, vas-y, c'est bon chéri, je suis rentrée, rends-toi une douche. Fais-toi plaisir. Et c'est pour moi. Seigneur. C'est cadeau. Tu l'as vécu ça? Non, un peu, si, un peu. Si, franchement, un peu. Alors, peut-être pas dit comme ça, mais c'était un peu ça. C'est bon, ça y est, je suis rentrée. Va te laver. Ouais. Voilà. Non, parce que tu fais peine à voir. Ouais. Non, mais attends, moi, avec ma fille, j'ai pas pu la poser pendant 9 mois. La deuxième, je prenais des demi-douches. Fallait que je choisisse les cheveux. Enfin, bon, bref, c'était. Oh là là. Non, moi, ma vie, mais j'ai respiré. Et aussi, physiquement, j'ai dormi la moitié du temps. Alors que je dormais pas. Je ne dormais jamais. Enfin, je dormais très peu. Ce qui fait que, du coup, en étant seule, t'as mieux dormi. Mais parce que on était en garde alternée dès le début. Enfin, moi, c'était de la survie. Mais oui, mais d'accord. Mélina avait 18 mois, on était quand même en garde alternée. On faisait 2 jours. On faisait 2 jours. Mais moi, c'était ça où j'allais clamser de toute façon. Enfin, franchement. Ah oui, du coup, tu pouvais récupérer. Ouais. Du coup, il y avait 2 nuits, je dormais. Et là, du coup, c'est quoi votre modèle? Une semaine maintenant. Une semaine. On a fait une semaine à partir du moment où les 2 enfants étaient à l'école. Ok. Sauf pendant le Covid où on a refait 2 jours parce que ça permettait de bien s'occuper d'eux et de bien travailler par ailleurs. C'était vraiment plus sain. Mais sinon, c'est une semaine. Et ça a été très dur pour nous. Nous, le rythme, 2 jours nous convenait hyper bien en tant que parents parce que tu peux être 1200% pour tes enfants sur 48 heures ou 3 jours. C'est hyper simple. Tu donnes tout. Tu souffles 2 jours, tu te reposes, tu y retournes. Enfin, c'était vraiment, en tant qu'adulte, parent, c'était merveilleux. Pour les enfants, c'était absolument ingérable dans des repères du temps, etc. Donc, du coup, on a arrêté ça. Vraiment, la mort dans l'âme. Et ça a été extrêmement dur pour nous au début. Mais alors, pour elle, c'était 1000 fois plus simple. Mais c'est les enfants, après. Bien sûr. Donc, c'était ça l'important. Et donc, on a roulé comme ça, etc. Et puis maintenant, elles ont grandi, etc. Et du coup, on a fait comme ça. Le gros truc qu'on a fait aussi, c'est surtout de ne pas se transférer les enfants de parent à parent. Moi, j'ai eu des parents séparés quand j'étais beaucoup plus grande, mais je sais ce que c'est que le conflit de loyauté entre parents. Et j'avais dit surtout... Enfin, voilà, il faut vraiment que les transferts se fassent à l'école ou chez la nounou ou avec un tiers. Mais à nous, on se voit en off. Nous, on se fait des codires en off sur les enfants, tu vois, pour se parler des gosses et tout. Mais nous, tout seuls, quoi. Pas devant elle, etc. Parce que le conflit de loyauté, quand tu es en face de tes 2 parents, il y a rien de pire. Sincèrement, c'est imposer ça à ces gosses, c'est terrible. Et donc, du coup, là, il y en a un qui le dépose à l'école le matin, l'autre les reprend le soir. Impeccable. On s'est filé les affaires dans la journée entre nous. On a fait un petit débrief, machin. Et voilà, quoi. Tu as donc une double vie. Ouais. Une semaine, tu es maman. C'est ça. Et bien sûr, tu as ton travail, etc. Ouais. Et une autre semaine, tu deviens reine de la nuit. C'est ça. Alors, pas du tout, je suis pas une clubeuse. Mais après, c'est rigolo parce que, en fait, je pense qu'on est un peu différents aussi. Moi, je reste évidemment maman 100% du temps. Et puis, quand les enfants sont malades, c'est quand même moi qui suis plus sur le pont, même quand c'est la semaine du papa. Alors, pour la raison aussi que lui, il n'a pas 2 jours enfant malade et que du coup, moi, j'ai le double. Donc évidemment, très concrètement, voilà. Mais alors ça a des grosses incidences quand même dans le déroulé de la carrière, parce que sur une année, quand c'est toi qui prends 15 jours enfant malade, c'est énorme quand même. Enfin voilà. Donc oui, mais ça m'interpelle un peu quand même. Ouais. Donc voilà, donc pas tout le temps. Quand le père peut, lui, il est en télétravail tout le temps. Donc quand il peut gérer avec les enfants, voilà. Mais sinon, effectivement, ça va être plutôt moi. Bon, voilà. Mais en même temps, moi, si je laissais malade, c'est puis elles, je pense que ça va un peu changer, mais elles avaient quand même plus besoin de maman malade là, en tout cas dans leurs demandes, etc. Enfin, je pense pas que ce soit ça. Je pense que quand elles sont malades, maman a plus la capacité de tout mettre en pause pour s'occuper d'elles qui en ont besoin. C'est plus ça. Tu vois, c'est pas papa, maman en fait. C'est juste que voilà, maman a plus la capacité ou je ne sais quoi, mais en tout cas, elle fait plus ce qu'il faut pour ces gamines là quand elles sont malades que papa. Et que donc, du coup, évidemment, oui, mais nous, c'est ça dont on a besoin là tout de suite. Donc, on veut maman, tu vois. J'entends. C'est vraiment ça. J'ai précisé parce que effectivement, c'est ça. C'est ni genré, ni papa-maman. C'est plus ce qu'on est capable de mettre en œuvre à ce moment-là pour accéder à leurs besoins. C'est quelle figure d'attachement est la plus à même de répondre à mes besoins, de me faire sentir en sécurité à cet endroit-là. Exactement. Voilà, donc je suis à peu près sûr que si le papa, alors
Après, le fait de pas avoir de jour enfant malade, j'entends. Bon, je pense qu'il y a d'autres raisons où on peut s'absenter. Oui, non, mais il y a toujours des choses à négocier dans le travail. C'est peut-être aussi confortable de dire moi j'ai pas de jour enfant malade, tu vois, sans lui jeter la pierre. Hein, mais non, mais tout à fait. Mais une réflexion à avoir. C'est tout à fait une réflexion à avoir et on se l'est déjà posé et parce que à des moments, enfin moi pour ma carrière c'est quand même pas simple, etc. Mais en fait, ça n'empêche que j'ai toujours fait ce choix-là parce que je sais très bien comment ça se passe. Sinon, c'est que du coup il va pas se mettre off et donc du coup il va bosser, mais en voulant à mort aux filles d'être malade et de l'empêcher de bosser. Enfin, du coup, c'est terrible. Enfin, je veux dire. Ça ternit la relation. Bah, bien sûr. Et c'est pas ce que je veux. Donc, malgré la séparation, et ça, on en parle souvent, on a quand même encore énormément un rôle et une charge qui est sur nous de maintenir les bonnes relations pour le bien des enfants. C'est essentiel. C'est essentiel. Mais c'est quasiment toujours souvent sur les mamans encore, je pense. Voilà. C'est ça le problème. C'est essentiel avec ce gros bémol que je mettrais, c'est que c'est essentiel tant que ça se fait pas au détriment de l'un ou de l'autre. Ou de l'une ou de l'autre, je pense. Parce qu'il y a aussi ce message, tu disais, comment nos enfants apprennent et tout, ils nous observent, machin. Il y a aussi ce message qu'on passe à nos enfants, et à tes filles en l'occurrence, c'est, encore une fois, c'est la maman qui doit tout mettre en pause. Et je suis en plein dans ces réflexions-là en ce moment. J'en suis là parce que les filles ont grandi et que du coup, maintenant, elles sont grandes, elles ont 9 et 7 ans. Et donc, il y a eu des réflexions qui m'ont été faites récemment qui m'ont fait changer mon fusil d'épaule par rapport... J'ai toujours dit jamais, enfin voilà, je critiquerai leur père, etc. Et je le fais toujours pas. Mais par contre, je suis en train quand même d'avoir des réflexions parce que j'ai entendu des choses. Je me suis dit, ah merde, là, j'ai quand même vachement trop couvert. Parce que du coup, elles se rendent absolument pas compte des efforts qui sont faits de mon côté et voilà donc avec le côté mais des trucs vraiment ah bah oui non mais toi de toute façon tu dépenses beaucoup l'argent et papa pas du tout. Mais je lui dis oui, c'est moi qui achète tous vos vêtements. Enfin tu vois, il y a eu des choses, il y a eu des choses qui ont été dites comme ça. Là ça fait deux années de suite que c'est moi qui achète les fringues d'hiver pour les filles. Alors quand je suis partie, je lui avais mis 2 ans d'avance des bonnes tailles pour les enfants parce que il aurait jamais pu faire ça au départ. Donc maintenant, voilà, il a un peu appris à le faire. Mais ça n'empêche que là, ça fait 2 années de suite où, du coup, t'y vas, vu que tu vas faire le shopping avec elle. Bah oui, mais c'est vrai que mon temps compte vachement moins que le tien, quoi. Donc, du coup, voilà. Et je vois bien que ça, c'est un peu intégré quand même chez les filles. Donc là, du coup, j'essaye vraiment de finement, pour pas dire, putain, c'est quand même vraiment pas normal, voilà. Et en même temps, j'ai pas non plus envie que, effectivement, que pour elle, ce soit un schéma normal intégré, quoi. Donc, je suis en plein dans ces réflexions-là en ce moment. Et la question, c'est comment on en sort, quoi. Exactement. Bah oui, à un moment donné, tu dis non. Et oui, mais sauf que à un moment donné, tu sais que si tu dis non, il va y aller, mais en traînant le pied, en râlant, en étant hyper stressé, en gueulant sur les enfants. Enfin bon. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu sais, il y a un épisode des couilles sur la table où Victoire Toyon est une personne très contradictoire face à elle. J'ai oublié le titre de l'épisode. Mais bref, écoutez toutes les couilles sur la table, c'est très bien. Donc c'est sur les masculinités, sur justement les stratégies que peuvent mettre les hommes en place dans les couples hétéros pour en faire le moins possible. Ouais. Et il y a justement cette stratégie d'être soit incompétent, soit de traîner les pieds, soit de faire exprès de mal faire, soit de faire exprès d'oublier. Enfin voilà. De râler, d'être stressé, des machins. Ah, ouais. En gros, de te le faire payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est hyper intéressant parce que même après la séparation, que ce soit dans ton histoire ou dans plein d'autres histoires de personnes que j'ai eues à ce micro, j'observe que ces stratégies, en fait, elles sont toujours présentes. Tout à fait. Tu vois, c'est ça qui est... Et du coup, c'est quand même beaucoup moins pesant quand t'es en garde alternée parce que t'as quand même une semaine où tu ne le vois, tu le vois moins, tu le vois plus, etc. Tu peux souffler. Mais c'est encore présent, c'est clair. Bah écoute, Océane, merci pour toute cette histoire. De rien. Je suis content que tu l'aies racontée. Pour finir, par rapport à ce que tu vis, à ce que tu as vécu, à ce que tu t'apprêtes à vivre, si tu pouvais changer une chose ou accéder à une mesure, imaginons tu as tous les pouvoirs dans le pays, tu vois, tu pouvais accéder à une mesure, que ce soit pour toi ou pour tes filles, par rapport à ta situation comme ça de mère séparée, ou peut-être par rapport au bilinguisme, comme tu veux, ça serait quoi si tu pouvais changer une mesure, mais n'importe où, l'école, la maison, ce que tu veux. T'as tous les pouvoirs dans le pays. J'ai tous les pouvoirs dans le pays. Je sais pas tant si ça serait pour nous parce que je trouve qu'on a une chouette vie, tu vois, et tout ça. Par contre, je pense que ma priorité absolue, ça serait la lutte contre les violences, quoi. Ça serait ma priorité absolue. La lutte contre les violences intrafamiliales. Je ferais un énorme travail dans les commissariats. Je ferais un énorme travail. Alors, un énorme travail, très concrètement, c'est quoi ? C'est mettre beaucoup d'argent. Je mettrais beaucoup d'argent dans les commissariats pour former des gens. Je mettrais beaucoup d'argent du côté de l'ASE, du côté de... Parce que moi, j'ai travaillé au département à un moment donné, j'ai vu les collègues de l'aide sociale à l'enfance notamment. C'est des gens qui peuvent même pas faire plus de quelques années parce qu'à un moment donné, dans des dossiers, ils doivent choisir de placer les enfants, soit les violés, soit les battus. C'est-à-dire qu'on peut pas, en France, en fait, en être là. Enfin, à mon sens, ça n'a... Je ne comprends pas pourquoi ça, c'est pas
la priorité absolue de tout. Enfin, vraiment, hein. Tout le reste, c'est quoi, le pays roule, quoi. Enfin, c'est pas grave. Enfin, pour moi, ça serait vraiment la priorité absolue. Qu'il n'y ait plus de gens qui se fassent traiter comme ça, quoi. Que ce soit plus possible, que ce soit plus... Voilà, donc ça serait mettre beaucoup d'argent sur ces sujets-là. Et voir uniquement ces sujets-là s'il faut pendant... Enfin, je veux dire, il y a des pays qui l'ont fait, hein, qui ont enrayé et qui ont vraiment changé les choses parce qu'ils ont une politique ultra agressive contre la violence. C'est hyper bizarre de dire ça, mais vraiment à mettre beaucoup d'argent pendant quelques années et on en voit les bénéfices aujourd'hui sur ces enfants qui ont moins souffert, qui sont devenus d'autres adultes avec des criminalités qui descendent énormément, etc. Enfin, c'est évident que c'est même pas approuvé les effets de ça. Et puis même, c'est même pas qu'une histoire, encore une fois, d'effet de productivité. C'est juste une histoire que les gens, faut qu'ils vivent bien, quoi. Enfin, et, voilà, ça serait ma priorité absolue. Merci Océane. De rien. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.